Bonsoir à tous, ici le vice-procureur. Ce soir, nous allons parler de Tutu, Lilian Thuram. Nous allons parler de football. Nous allons parler de Wassisme. Je sais que vous adorez Wassisme, les aigles de maison. Et ce soir, nous allons accueillir un nouvel aigle de Reni. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Il s'appelle Gaëtan. Et donc, je vais le laisser se présenter. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Damien, tout le monde m'entend là? Je pense que oui, tout le monde t'entend là, normalement. Ah bah c'est parfait. Je suis le nouveau venu dans la famille des nègres de maison. Ceux qui sont sur le groupe Telegram le savent. J'ai pu gratifier le groupe de quelques interventions brillantes. Et me voilà ce soir pour parler de la chialerie de la Noirie, mais d'Inoccident. Même si la chialerie de la Noirie est présente partout, mais en Occident, elle prend une saveur vraiment insupportable. Je pense qu'on est tous d'accord Je là-dessus. suis d'accord avec toi, et puis il faut dire aussi que nous vivons en Occident. En tout cas, je crois que c'est ton cas, Gaëtan. Tu habites Ah en oui, France? bien sûr, moi je vis en France. Je vis en D'accord. France, moi je suis né en France, j'ai toujours vécu en France et je suis français, je me sens 100% français. Bon, évidemment, il y a les origines de la Noirie, ça c'est sûr, tu vois, mais Alors, de quelle région de la Noirie tu viens exactement, Gaëtan? de la RDC, République démocratique du Congo, ancien Mmh. Zaïre. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont issus de la RDC dans le groupe, mais en tout cas, c'est mon cas. Alors oui, il y en a qui viennent de toutes les contrées de la Noirie Comme toi, par exemple, tu et viens des bon. Antilles, quoi. Moi, c'est la Noirie occidentale, absolument. C'est la Noirie Ouais. occidentale qui est à l'ouest, quoi, à l'ouest. C'est à Ouais. l'ouest de la Noirie principale. Ouais. Du coup, toi, t'as toujours vécu en métropole? Ah non, toi, tu viens directement Ah, des îles, toi. Moi, je suis né en Martinique, Ouais. effectivement. J'ai grandi en Martinique jusqu'à l'âge d'à peu près, quasiment, j'avais l'âge de passer le bac. Et puis, j'ai passé mon bac en France, en revanche. Ah oui. T'as eu un bac en quoi? En mention, pardon, un bac économique et social. Ah ouais. Je suis le Et seul à avoir passé un bac littéraire ou quoi? ben, ça va te servir ce soir parce qu'il faudra manipuler, comment dire, Les le mots. verbe, le verbe, les mots, afin de liquider ces raclures, bien Ah bah, évidemment. t'en fais pas. Je suis là pour ça et c'est pour ça que j'ai rejoint ce groupe. C'est pour ça que ça fait depuis au moins 2 mois ou 3 mois que je regarde les lives de Serge Longo et les autres vidéos qu'il a pu faire avant. Mhm. Et ça me fait plaisir en tout cas d'être entouré de nègres de maison aussi brillants que moi, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le nid des aigles de maison, du coup? C'est quoi ton parcours, quoi, en fait, à ce Alors, niveau-là? tu parles du parcours qui m'a mené dans le groupe directement ou tout le processus intellectuel qui m'a emmené à voir les choses telles qu'elles sont vraiment? Mais je crois que c'est ce deuxième point-là qui est le plus intéressant. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on Oui, est bien dans cette sûr. dynamique historique qui fait qu'aujourd'hui, la névrose que le noir nourrit à l'égard du blanc a dépassé vraiment les bornes. Et Ouais. en tout cas, voilà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui quel a été le déclencheur et comment tu as découvert l'homme au chapeau de cow-boy? Euh, Alors, déjà, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours vécu en France, tu vois. Moi, je suis né en France, je suis allé à l'école française, j'ai fait toute ma vie ici. Et quand j'étais petit, en fait, tu vois, j'ai grandi en banlieue parisienne. d'accord. Et depuis la banlieue, tu vois, on apprend aux gamins que les Français c'est des racistes, les Blancs ils nous aiment pas, que la France c'est un pays raciste et tout, tu vois. Et quand t'entends ça à partir du moment où t'es gamin, t'es facilement influençable et tu y crois finalement. Tu as grandi, excuse-moi, tu habites toujours là où tu as grandi ou? Non, non, j'habite plus au même endroit. D'accord. Tu peux nous dire peut-être où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi dans le 91, en Essonne. Tu connais? D'accord. Ah Ouais. ouais, un petit peu, ben, Juvisy, Ah bah j'ai grandi juste à côté de Juvisy. Évry. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, je crois qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas du tout d'Île-de-France que il y a pas mal de raclures dans le coin, quoi. C'est pas Ouais, bien sûr. l'endroit le plus dense en raclures. Oui, quoique, Euh, comme j'allais le dire, tu vois, moi en fait dans 91, j'ai grandi dans deux endroits. J'ai grandi à Atis-Mons, moi je peux le dire ouais, je parce que vois. j'habite plus là-bas. Puis ensuite, j'ai été vivre à Courcouronnes, dans le coin d'Evry. En gros, dans le trou Ah, du QG 91. Tu sais, le trou du QG 91, c'est Evry, Corbeil-Essonnes et Grigny, quoi. oui, Greenwood, pour ceux qui savent. Alors là, effectivement, le Greenwood, Greeny, c'est vraiment en Grigny, c'est le termes de shit hole par raclures. excellence, quoi. Je me Le demande si on Chitol, fait pas pire trou à rats dans la région que Grigny, hein. Même en France de manière générale, hein, pas seulement à la région Île-de-France. alors, alors en Île-de-France, je pense que c'est pas mal du tout, et en France, c'est pas mal du tout. Après, il y a de la Ouais. compétition, hein. Dans les Ah oui, oui. Chitoles qui se développent. Grigny, c'est un de ces trous à rats, mais c'est pas possible, quoi. La ville est dégueulasse, comme c'est pas permis. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, donc j'ai grandi en banlieue, évidemment, plus tu grandis, plus tu découvres le rap, t'es en quelque sorte embrigadé dans tout ce que la bien-pensance fait de pire. C'est-à-dire l'antiracisme primaire, les films ou les séries à but victimaire dans le but de montrer que les minorités sont toujours des gentils petits êtres persécutés et que le blanc est un vilain oppresseur et un loup qui chasse tout ce qui est possible de chasser, tu vois. Et moi, j'ai jamais été un délinquant, tu vois. Moi et mes frères, on n'a jamais été des délinquants, on a toujours été des gens tranquilles, on avait des amis, on sortait, on faisait des soirées, on avait une vie de jeune normale, tu vois. Mais dans ces endroits-là, même si tu n'es pas un délinquant, eh ben, le mindset fait que tu entretiens l'idée dans laquelle, vu que tu fais partie d'une minorité, tu es persécuté par les blancs. Et que les blancs voudront ta peau et qu'il faudra toujours faire gaffe, quoi. Du coup, moi, j'ai grandi avec cette mentalité pendant longtemps, jusqu'au bac, hein. Et pourtant, honnêtement, pendant toute ma jeunesse, il n'y avait pas un seul blanc qui me persécutait ou quoi que ce soit. On avait beau dire comme quoi les Français étaient les plus racistes, mais les propos racistes que moi j'entendais, ça venait toujours de la diversité. C'était toujours les Noirs et les Arabes qui étaient là, en mode les Blancs ceci, les Blancs cela. C'était toujours dans le but de dénigrer, hein. Dans le but de dénigrer, toujours. Déjà, je pense qu'on est tous d'accord ici, c'est que dès que les Noirs, pour les Arabes aussi, je pense que c'est le cas, dès qu'ils se réunissent quelque part, peu importe où ils sont, une des choses qu'ils vont faire, tu vois, c'est de parler mal des Blancs. Alors là, je pense qu'on est en train de parler d'une catégorie de raclures qu'on Oui, pourrait oui, bien sûr, qualifier évidemment. de nègres des champs. Je parle pas des gens comme nous on est parfaits, tu vois. Mais les autres, tu vois, dès qu'ils se réunissent, je pense que tu le sais aussi, t'en fais pas qu'ils vont parler mal des Blancs, quoi. Oui, oui, ils sont dans cette névrose-là, effectivement. Alors, il y a un Alors, contexte spécifique en Île-de-France. Après, ouais, qui parce qu'en sympa en Ile-de-France, fait, l'immigration afro-maghrébine est très concentrée, hein. Hum, hum. Mais ce qui est sympa en fait sur le groupe des aigles de maison, je salue tous les aigles présents déjà sur le chat. Je vous Ah, vois moi, pas je dis beaucoup. bonjour à tout le monde aussi. C'est qu'ils viennent un peu, nos aigles arrivent d'un peu partout. Ouais, En termes, soit en termes d'origine, soit en termes de vie. Il y en a qui ne vivent pas en France. Et c'est pas mal que chacun puisse apporter son expérience à ce niveau-là et nous renseigner un peu sur la névrose de la noirie de par le monde. ouais, exactement, quoi. Pour parler Alors, encore de ces alors complexes tu nous as toujours pas dit du coup comment tu as découvert oui, oui, je l'homme au vais le Japon. raconter, je vais le raconter. Par Vas-y. rapport à ce que j'ai dit sur le fait que les Noirs et les Arabes, dès qu'ils se réunissent quelque part, ils parlent toujours mal des Blancs, il y a un truc Mhm. aussi qui m'a frappé, c'est qu'en réalité, tu vois, les Blancs, ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre, tu vois. Tu vois, je veux dire, on n'arrête pas de dire, ouais, les Blancs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. En fait, tu vois, c'est comme si les Noirs et les Arabes rejetaient tous leurs défauts sur les Blancs, alors qu'en réalité, c'est certainement la civilisation au monde qui est la moins communautaire, la moins xénophobe et la moins raciste, quoi. Je parle surtout des Blancs occidentaux. Moi, je pense qu'il faudrait surtout parler de. Alors, moi, tu le sais que je suis un nationaliste français, quoi. Mais je Oui, pense que c'est une spécificité encore qui est encore plus accentuée en France, en fait. Bonsoir, Piu Piu. oui, bien sûr. Euh, Mais tu sais que la France a été matraquée par le gauchisme comme
peu de pays l'ont été. Hein. Oui, oui, effectivement, effectivement. Et je pense que déjà dans l'ADN de la France, il y a quelque chose qui est foncièrement pas racial, quoi. Quand on regarde une Ouais, nation comme l'Allemagne, elle s'est créée autour du Volkisch, de la notion de Volkisch, de ouais, peuple au sens racial du terme, au sens du sang. exactement. Euh, Mais je pense alors qu'aujourd'hui, que, en voilà. Allemagne, par exemple, eux, ils en sont à peu près au même stade qu'ici. Hein. Tu vois, ils s'en battent les couilles des Noirs ou des Arabes et tout. Quoi. Par exemple, aujourd'hui, tu vas en Allemagne, ils vont pas te faire chier parce qu'ils vont dire oh, Abazané, tu vois. Il y a Étienne je vais essayer de l'épingler. On a un jeune ami Étienne. Alors, je vais pas le Bonsoir, balancer. Étienne. Il est modérateur chez KB et, euh, et il nous confirme qu'il est bien un sale blanc. Le fameux sale blanc, oppresseur, Ah non, t'es pas sale, Étienne. méchant et pas T'es beau. juste blanc, tu vois, mais t'es pas sale. Comme nous, tu vois, on est noir, mais on n'est pas sale, quoi, tu vois. Bon, honnêtement, l'insulte sale noir, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, quoi. Moi, je suis noir, ok, mais sale, non. Moi, je suis très accro sur l'hygiène. Bon, Étienne, ça fait plaisir. Tu regardes, je suppose que tu regardes le live de KB. KB a dû lancer un live là ce soir. On passe un petit J'aime coucou à bien KB. ce que fait Cro-Blanc, d'ailleurs. Pardon? D'ailleurs, Cro-Blanc, il s'entendait bien avec Tepa. Tepa, Mhm. le regretté qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, quoi. Moi, j'aimais beaucoup ce que Tepa faisait. Hein. Tu connaissais Tepa, Damien? Ah bah oui, moi j'ai commencé à la grande époque Méta TV. C'était la belle époque. Ouais, Ben Tepa, il est parti malheureusement. ouais, il est Et, parti tôt. et on peut dire que c'était un pionnier Oui, dans exactement. la négrerie de maison. Hein. C'est vrai en plus. Hein. Bah d'ailleurs, lui, il est métis comme toi. Hein. Eh oui, eh oui, eh Et oui. tu sais que lui aussi, il a confirmé ce que j'ai vu en banlieue, c'est que les propos les plus racistes qu'il a entendus venaient des Noirs, des Arabes envers les Blancs, quoi. Et que les Blancs, quand ils se réunissent entre eux, eux, ils parlent pas des autres. Ils en ont rien à foutre. Ou alors, oui, alors tout du moins, s'ils en parlent, c'est pas forcément sur langue raciale, hein, c'est pour dire leur ras-le-bol de Ouais, quelque part de ne pas pouvoir parler dans leur pays. mais eux, au moins, ils sont Et légitimes parce que pour... tu vois, c'est eux qui subissent le plus la médiocrité de l'immigration afro-maghrébine au quotidien, quoi. Ah oui, bien Alors que sûr, les bien Noirs et sûr. les Arabes, c'est eux qui foutent le plus la merde, mais ils osent se plaindre des Blancs qui, concrètement, leur font rien. Et qui en plus sont beaucoup plus légitimes que sur le territoire Bien sûr, c'est le peuple parce que historique, les Blancs sont la population autochtone et historique de ce pays. évidemment. Et on a l'impression en ce moment qu'effectivement, ils sont en train de vivre ce que les Indiens d'Amérique ont vécu, quoi. C'est-à-dire, sur leur propre terre, ils sont en train d'être Ouais, remplacés, quoi. Donc, c'est ça. c'est pour ça que la communauté des aigles de maison s'est montée. Enfin, non, je pense que c'est pas que pour ça. Je pense que chacun a un petit peu ses raisons. C'est vrai que Serge, par son charisme, par son humour, comment dire, il a repris quelque part à son style et à sa façon. La Euh, première fois que j'ai entendu Serge débiter, j'étais en mode. Et pourtant, j'étais déjà dans la dissidence, tu vois, mais le style de Serge, j'ai câblé, quoi. Là, je me suis dit, on a affaire à un type quand même assez cocasse, Direct, tu vois. Et qui dit les choses telles qu'elles sont. assez brutalement, il faut le dire, il faut le dire. Mais c'est un style qui nous a beaucoup fait rire déjà. Oui, bien sûr. Et puis que tu vas nous dire aussi comment, ben, du coup, comment t'es tombé dessus, quoi. Comment t'es tombé sur Oui, Serge. alors je vais continuer l'histoire sur le cheminement vers la Mhm, raison. mhm. Comme je te l'ai dit, jusqu'au lycée, au bac, j'étais enfermé dans cette mentalité comme quoi les minorités sont opprimées, dans la victimisation, quoi, sans pour autant être un délinquant, parce que comme je l'ai dit, en banlieue, on peut grandir normalement sans faire de conneries, vendre de la drogue, brûler des voitures ou de conneries de ce genre, mais dans le mindset, on est persuadé que il y a une oppression, un racisme systémique, toutes ces conneries, même si à cette époque on n'utilisait pas ces expressions-là précises. Donc j'ai eu le bac, ensuite je suis allé à la fac, et tu vois, à la fac, il y a un brassage social comme tu ne le retrouves Alors, tu pas. as, tu as fait quoi à la fac, juste pour... À la fac, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. bon. Ensuite, moi, j'ai pas fait mon cursus d'études supérieures qu'à la fac, hein, puisqu'après, j'ai Mhm. été dans des écoles spécialisées. D'accord, d'accord. Du coup, Et donc aujourd'hui, tu as quel âge à peu près? bah, aujourd'hui, j'ai 30 ans. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et
comme je l'ai dit, j'étais à la fac, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée en anglais et espagnol. Et à la Mhm. fac, tu vois, la chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a un brassage social comme t'en as pas quand tu es au collège et au lycée. Puisqu'au collège, lycée, tu es dans le même endroit, tu vois les gens qui sont issus du même lieu. Il n'y a pas Mhm. vraiment de mixité, si je pourrais dire. Mhm. Mais à la fac, tu as des gens qui viennent d'absolument partout. D'accord. Moi, par Oui, oui, exemple, oui. avant d'être à la fac, bon, certes, avec des potes, on allait faire des virées à Paris, tu vois, mais on parlait pas avec les Parisiens, on les fréquentait pas, quoi. Mais à la fac, c'est D'accord. différent. Les Parisiens, tu les fréquentes, quoi. Tu découvres le délire bobo et tout, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivé à la fac, tu vois, j'ai découvert tellement de monde que d'un côté, ça m'a ouvert l'esprit, mais pas autant que maintenant. Et chose inédite à cette époque, j'hésitais pas à me revendiquer comme français. Alors qu'à l'époque, tu vois, en banlieue, tout le monde revendiquait ses origines avant la France, bien avant la France. Hein. Les discours anti-France en banlieue, tu dois le savoir, c'est banal, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont été élevés et biberonnés à la haine de la France. Exactement, exactement. Et du coup, je n'hésitais pas à me revendiquer comme français, mais tu vois, à cette époque-là, j'étais encore dans cette idée comme quoi les minorités n'étaient pas au même niveau que les autochtones, quoi. Toutes ces Mhm. conneries de discrimination, j'y croyais encore. Du coup, quand quelqu'un me Mhm. demandait t'es de droite ou de gauche, par réflexe, je disais de gauche. Mais moi, je Mhm. disais de gauche tout simplement parce que dans ma tête, je pensais que quelqu'un issu d'une minorité ne peut pas être de droite, et encore moins d'extrême droite, quoi. J'en Mhm. étais vraiment Mhm. persuadé. Mhm. Et quand je voyais par exemple quelqu'un issu d'une minorité voter à droite, dans ma tête, bon, je disais pas des expressions comme bounty, et puis à l'époque on disait pas tellement nègre de maison, c'est venu bien plus tard, tu vois. Mais dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te donner un exemple. En 2007, tu vois, Doc Gynéco, il affichait son soutien à Nicolas Sarkozy. Et on avait Mhm. fait un livre. Il était Oui, passé oui. dans le grand journal, tu vois, l'émission de Canal Plus avec Michel Denisot. Mhm. Il était passé dessus, tu vois. Et il disait justement qu'il soutenait Nicolas Sarkozy parce que lui, au moins, quand il parle, il est franc, il est direct et tout, tu vois. Et il y avait Thomas Njol qui était venu faire un sketch, tu vois. Et pendant ce sketch, il a arrêté pas d'insister sur le fait que Doc Gynéco, il est noir, mais qu'il allait voter à droite. Et le pire, c'est que tu vois, quand moi j'avais vu ce sketch à l'époque en direct, je m'étais dit, mais ouais, Thomas Njol, t'as raison, c'est bien fait pour lui, pour qui il se prend, tu vois. C'est l'état d'esprit dans lequel on était, dans lequel en banlieue, les jeunes règnent, tu vois. Aujourd'hui, c'est encore pire. Mhm. Donc, pendant toutes ces années, encore à la fac, je disais de gauche, mais au fur et à mesure que les années passaient, que je quittais la fac, qu'ensuite je suis allé dans une école spécialisée, j'ai eu un master en communication après. J'ai fait une école de communication après la licence D'accord. de langue, tu vois. D'accord. Et à cette époque-là, tu vois, les pensées de gauche que j'avais commençaient à s'estomper. Parce que entre temps, tu vois, j'avais pas mal enchaîné de boulot. Et quand je Mhm. travaillais, qu'est-ce que je voyais? Je voyais également que dans le monde du travail, tu vois, il y a beaucoup de mixité sociale et ethnique. Bien Je sûr. voyais par exemple des gens qui étaient à des postes de responsabilité, qui étaient par exemple d'origine diverse, quoi. Mhm. Et alors que dans ma tête, on m'avait toujours dit que les Noirs et les Arabes, ils sont boycottés pour les postes à responsabilité. Alors que c'est pas ce que je voyais dans le monde du travail. Je me disais, mais est-ce qu'on m'aurait pas menti par hasard, tu vois? Ça commençait à cogiter dans ma tête. Au même moment, je me disais, mais en réalité, tu vois, moi, je fais des études, j'obtiens des diplômes, j'ai des potes de toutes les couleurs, j'ai des histoires avec des nanas d'origine diverse également, tu vois. Est-ce que y a vraiment un racisme envers les minorités? Tu vois, je me posais de plus en plus de questions. Donc, Ensuite, il y a eu un... si je t'arrête là, tu as fréquenté des leucodermes féminines. Ouais, bien sûr. Tu es C'est la donc un base, hein, ignoble évidemment. métisseur. En réalité, le métissage, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Je m'en Oui. bats vraiment les couilles, tu vois. Mais on va dire que les meufs renois qui étaient dans mon entourage, c'était pas des Karine Le Marchand ou des Christine Kelly, quoi. Eh oui, eh oui, Donc pour eh moi, il est oui. hors de question de toucher à ça. Hein. Ah oui, c'est ça. J'ai un certain standing, tu vois, j'ai de l'honneur, quoi. Donc je veux pas, je sais Ah, pas mais je te comment comprends. ça peut se passer dans un lit avec ce genre de spécimen, tu vois. Donc voilà.
Ah oui, dès que ça commence par wesh et que ça crache par terre, Ah oui, bien sûr, quand ça passe ouais, son c'est temps à compliqué. chipper, c'est pas beau. Alors C'est nous, c'est pas. notre spécialité, le chipage dans les dom-toms. C'est vrai en plus, hein. Je crois même que vous êtes pire que les Africains pour ça, hein. Je crois même que l'invention du chipage est née en Noirier occidental, hein, vraiment. Mais bon, Ah ouais? Ah ah, ça je sais je pas sais parce pas, que je sais pas. j'ai déjà vu des darons et daronnes qui viennent directement du bled faire ça quoi. C'est possible, c'est possible. Je crois qu'il faudra peut-être inviter un jour un historien du chipage qui nous fera Si peut-être ça la existe bien généalogie sûr. là-dessus. Ouais, bah c'est pour reprendre mon histoire, tu vois, c'est qu'au fur et à mesure que les années passaient, je me rendais compte que tout ce qu'on m'avait raconté durant ma jeunesse, tu vois, ça ressemblait de plus en plus à des conneries. Et le déclic, vraiment, tu sais, il est venu quand? C'est même pas en France qu'il a eu lieu en réalité. C'est aux États-Unis. C'est l'élection de Donald Trump. Ah, ah, Bah oui, tonton Donald, papa Donald. le meilleur d'entre nous peut-être. Exactement. Non, moi je dis que si seulement tous les pays occidentaux avaient un dirigeant comme lui, t'en fais pas que ce serait le top du top, quoi. Alors Surtout moi, chez moi nous. j'aime bien Donald, mais je t'avoue que mon modèle en matière de dirigeant Watt, hein, le dirigeant Watt, qui est toujours le dirigeant, tu vois, charismatique, voilà. Pour moi, c'est Vladimir Poutine. Moi, je suis plus team Vladimir Poutine, Ah, moi mais je suis plus, je suis Donald Trump. bah, Ok, écoute, Vladimir c'est deux Poutine, il écoles, mais, est mais les souverain. deux sont validés. Ah, moi je préfère Trump. Moi, tu sais, je suis pas, enfin, j'ai rien contre la Russie en tant que pays, tu vois, mais j'ai beaucoup plus confiance aux Américains, honnêtement, qu'aux Russes. Les Bah, Russes, tu vois, écoute, je pense qu'à n'importe quel moment, ils peuvent te la faire à l'envers. Bon, c'est pas que les Américains sont des saints, tu vois, mais il y a une plus grande proximité civilisationnelle entre les Américains et la France, l'Europe, qu'avec la Russie, quoi. Même si la Russie, c'est plus proche, mais bah, écoute, c'est j'ai un de pas nos points de totalement confiance en désaccord, eux. hein, parce que on n'est pas tous alignés sur le même point, hein. Bien évidemment, moi, je connais l'histoire de France et pour moi, ce que tu dis, je le partage pas nécessairement dans le sens où l'histoire de France avec la Russie, c'est quelque chose, quoi. C'est Oui, quelque bien chose sûr. de très Ah oui, profond il y a et une histoire commune, tu vois, mais sur ces dernières années, j'ai vraiment l'impression, surtout à partir du XXe siècle, qu'il y a un lien plus proche qui s'est fait avec les États-Unis, surtout sur le plan civilisationnel, qu'avec la Russie, quoi. je crois que ça peut se discuter en tout cas ces deux entités en tout cas qui ont eu des relations historiques avec la France. Ouais, Maintenant, je pense que l'allié naturel de la France, c'est la Russie, dans le sens où c'est nous qui bouclons l'Europe de bord en bord, quoi. ouais, c'est vrai qu'il y a Voilà. ça qui joue aussi. Et c'est une alliance presque naturelle. Mais là, on est en train un peu de s'égarer, du coup. Donc, Oui, tu donc nous parlais comme je du te disais technique que Donald. ouais, que l'élection de Trump ça a été un déclic, tu vois, parce que je me disais, je voyais tous les médias en train de le bâcher, de dire que c'était un raciste et tout, tu vois. Surtout le pire, c'est qu'ils ont commencé à dire que c'était un raciste par rapport à son discours sur le wall, le mur qu'il veut construire entre la frontière américaine et mexicaine. Mhm. Et pendant ce discours, il parlait vraiment des cartels. Comme quoi, Oui, les oui, bien cartels, ils apportaient de la drogue, il y avait des violeurs et tout, tu vois. Et les médias, ensuite, ils disaient que ils parlaient des Mexicains. Moi, j'ai pas trouvé ça honnête. Je me suis dit pourquoi ils disent qu'ils parlent des Mexicains alors qu'il avait clairement parlé des cartels. sûr. Moi, Mhm. je me suis dit mais non, c'est pas ça quoi. Oui. C'est Oui, pas c'est du vrai tout que ça. Donald les a trollés, et les a beaucoup trollés. Ouais. Et moi, je Oui. voyais les médias en train de le diaboliser. Moi, je me disais, ça sert à rien de faire ça, tu vois. Bon, on va voir ce qu'allait se passer, ce qui va se passer le jour de l'élection. Et le soir de l'élection, je voyais que Trump était en train de gagner, qu'ensuite Trump avait gagné. Je voyais les gens, ils étaient tristes et tout. Tu sais que l'émission quotidien où tu vois les deux gamines en train de pleurer, je l'avais regardé en Oh là direct, là. hein. Je l'avais Oh regardé en là là. direct, celle-là, tu vois. Alors, tu sais que dans un de nos lives avec Serge, on l'a repassé. C'est un moment. J'aurais aimé être sur le plateau pour boire ses larmes, ce moment de cette jeune gauchiste qui chiale et elle sait même pas pourquoi elle chiale. J'aurais aimé Moi, être là. surtout, je l'ai vu en direct, quoi. J'étais devant ma télé, je me suis dit, mais pourquoi elles pleurent, les meufs, là?
Non, mais ça c'est la femelle leucoderme, voilà. Elle est. Oui. De toute façon, je trouve que de manière générale, l'immense majorité des femmes occidentales sont beaucoup trop de gauche. Beaucoup trop. Ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Bien sûr. Elles ne comprennent pas, à mon avis, ce que c'est que le rapport de force, que le Non. fond de la politique, c'est une forme de rapport de force. Non, non. De toute Et façon, donc, comme du l'a coup, dit elles ne Eric Zemmour, comprennent tu pas vois, la le notion pouvoir, de c'est un grand truc d'homme. remplacement. Hein. C'est pas un truc de femme, le pouvoir. Tu vois. Et que Ah oui, même si on a voulu sortir l'exemple d'Angela Merkel, il a affirmé, il a confirmé que Angela Merkel, elle a été élevée dans des valeurs masculines, pas des valeurs féminines. C'est pour bien ça sûr. qu'elle est au pouvoir en Allemagne depuis 15 ans. C'est Oui, ça, oui. quoi. Le pouvoir, moi je suis d'accord, parce que je me rappelle, il y avait un live où tu avais dit que fallait arrêter avec les candidates féminines en politique, mais je suis pas très loin de le penser également. Non, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, ça c'est clair. Donc, du coup, tu as eu l'électrochoc Donald. Ouais, ah, il y a un commentaire intéressant, Gauthier Poirot, bonsoir Gauthier, qui dit je suis contre le métissage du type promotion Benetton, autrement je ne suis pas à cheval là-dessus. Et ben tu Mais je vois, crois que moi c'est je notre ligne. pense Ça, c'est ma ligne exact, à moi. oui, je pense exactement comme lui. Moi, tu vois, le métissage, je m'en bats les couilles que deux personnes d'origine différente se mettent ensemble, mais le matraquage industriel qui est en train de se passer en ce moment, c'est insupportable quand même. Hein. Déjà, instinctivement, sans rentrer dans l'analyse politique fine, instinctivement, tout ce matraquage est très malaisant, en fait. Ouais, c'est vrai, Il, c'est malsain. C'est comme il met si on très mal à disait l'aise. au peuple autochtone, arrêtez de vous mettre entre vous, mettez-vous avec les gentils noirs ou les gentils arabes ou autres, vous verrez, c'est eux le futur et tout. Tu vois. Et soumettez-vous, parce qu'en fait, Voilà, l'injonction aujourd'hui est à la soumission des Blancs. C'est-à-dire c'est que ça. les pouvoirs occidentaux exigent la soumission de leur peuple autochtone, donc des peuples blancs Ouais, essentiellement, et la destruction de leurs traditions, et au bénéfice de prétendues traditions venues d'ailleurs. Mais je crois que ce ne sont même pas des traditions venues d'ailleurs, c'est du gauchisme pur et simple, quoi. Que je veux voilà, dire, c'est ça. qu'est-ce qu'une Rokhaya Diallo qui, quand elle nous parle d'islam, de féminisme musulman et tout ça, on voit bien qu'on rentre dans quelque chose qui est délirant, quoi. Ouais, exactement. Donc, pour reprendre ce que je disais par rapport à l'élection de Donald Trump, j'ai essayé de me renseigner pour voir comment. Tiens, il a encore fait un autre commentaire intéressant, Gauthier Poirot. Oui, les femmes blanches, surtout les étudiantes, sont les pires de toutes. Je Ouais, confirme, il n'y a pas plus de gauche que les étudiantes. bah oui. Que ce soit à l'université ou dans les écoles, au niveau de la pensée, elles sont pareilles. Bah Bon, oui. ça m'a pas empêché de m'en taper quelques-unes. Hein. Bah écoute, à un moment donné, il faut bien manger, hein. Voilà, c'est ça. Et Faut que j'ai bien nos amis mangé. de Coderm sur le chat comprennent qu'à un moment donné, il y a une loi qui est plus forte que tout, c'est la loi de la bite. Hein. Voilà. C'est ça. Donc, comme je vous disais, je commençais à faire des recherches un peu sur Trump, tu vois. Et Mhm. pendant la première année de son mandat, 2017, je voyais un peu ce qu'il faisait. Et je me disais que finalement, tout le monde est en train de l'insulter, mais en réalité, il est en train de faire exactement ce qu'il avait promis. Et je me disais que ses décisions ne sont pas si mauvaises que ça. Du coup, pendant 2017-2018, ces 2 années, elles ont été très charnières parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu au milieu de la dissidence et tout, tu vois. Mhm. Tepa, par exemple, j'ai découvert ses vidéos à partir de ce moment-là. Mhm. J'ai regardé aussi ce qui se faisait aux États-Unis. J'ai vu justement l'ascension de Candace Owens, tu vois. Oui, oui. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert qu'aux États-Unis, il commence à y avoir de plus en plus d'Afro-Américains qui n'hésitaient pas à se revendiquer comme conservateurs ou républicains, ou en tout cas Mhm. qui dénonçaient toute la victimisation qu'on leur avait fait avaler de force, surtout par les démocrates. Tu vois. Et du coup, je me suis dit que finalement, il y a beaucoup de parallèles avec ce qui se passe là-bas que ce qui se passe Bien ici, sûr, quoi. bien sûr. Et c'est à ces moments-là que je me suis dit, c'est bon, fuck la gauche et tout, fuck les gauchistes et tout, qui va se faire foutre. Et voilà. Les chevaux ont été lâchés. Je suis devenu un membre de la dissidence, quoi. Donc, au fur et à mesure, je commençais vraiment à regarder beaucoup de vidéos par rapport à ça. Je prenais plus vraiment au pied de la lettre ce qui se disait dans les médias. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était dit dans les médias, j'essayais de me renseigner un peu plus ailleurs, dans des sources fiables, évidemment, pour voir si les infos étaient correctes. Et je me rendais compte qu'à chaque fois, les médias ne disaient pas tout, tu vois.
il racontait que 20 ou 30% de l'histoire, jamais le tout. Eh oui. Et donc, évidemment, Black Lives Matter, j'avais compris que c'est une escroquerie. En mai, en juin, non, c'était fin mai, quand l'autre crackhead s'est fait fumer par notre ami Derek Chauvin. On salue au passage Derek Chauvin et toute sa famille. Ouais. En plus, il a de Gros grandes chances de se faire respect, pense à innocenter, lui. ça sera bien. Hein. Ça serait bien puisqu'il mérite pas la tôle. Hein. C'est l'autre connard là qui était drogué comme un mule. Mais bien Et sûr, voilà bien quoi. sûr. Quand Et, tu vois le profil de l'animal et le CV de ouais, l'animal, on va mais nous surtout, expliquer que voilà. C'est est-ce bon. que t'as regardé la vidéo en entière de l'arrestation de George Floyd? Moi, je l'ai vu. Hein. Le mec, il est pas dans son état normal. Oui, bah il est complètement sous méthamphétamine ou Drogué. Hein. sous PCP ou ce genre de merde. Tu sais surtout que dans Voilà. l'autopsie a déterminé que les doses de drogue qu'il avait ingurgitées, tu vois, c'est ça qui l'a réellement tué. Pas le genou sur le cou. Hein. Ah ben probablement, effectivement, enfin, fumer du crack, alors tous nos aigles, je vous décommande fortement la consommation de crack. Le crack, en tout cas, avant d'arriver en France, Que ça personne se existait déjà drogue depuis ici. Hein. longtemps. Euh, Que personne se drogue ici. Moi, personnellement, j'ai jamais consommé n'importe quel type de drogue. Hein. J'ai même pas fumé un bédo de ma vie. Bon, je pourrais pas en dire autant, hein, mais en tout cas, il y a des choses dont on peut revenir. Attention le crack, les amis. Si vous voulez pas finir comme notre amie la pisseuse hein, qui pisse dans les boutiques, maîtrisez-vous. Ah, Ne vous laissez pas tenter. c'est celle que Charbon Noir kiffe et veut épouser, quoi. Ben, Charbon Noir, je sais pas, je le vois pas encore dans le chat là. Ben oui, c'est vrai que Charbon Noir c'est un romantique et un Ouais. enfoiré à la fois. Mais voilà. Au point de tomber amoureux de nana qui pisse dans des magasins, quoi. Lui, il est jeune, il a le cœur tendre, c'est pour ça. Voilà. Ah, moi, une nana, elle a beau être la plus belle du monde, mais à partir du moment où elle fait ça, je la touche plus. Hein. Ah oui, ben il faut dire que notre ami, on fait référence à une vidéo qui s'est passée aux États-Unis où une jeune fille un petit peu dérangée d'esprit, je pense, mais très très jolie, se met à uriner dans un magasin, littéralement. Donc voilà. Effectivement, elle s'est comportée un peu comme une animale, hein. Ouais, Mais ça met un peu tout le monde mal à l'aise. exactement. Mais pour revenir un petit peu au fil conducteur, du coup, Ouais. Donc, du coup, on y est bientôt. Donc, j'ai vu la vidéo de George Floyd, tu vois. J'ai vu tout le Ouais. cinéma que Black Lives Matter a orchestré Mhm, aux États-Unis. mhm. Et j'ai vu également l'autre pétasse de Assa Traoré qui a rattrapé le truc, qui a récupéré le truc pour faire monter la sauce ici avec son connard de frère, un pointeur en plus, tu vois. Moi, quand je te dis, Ouais, bien le sûr. jour où j'ai vu les 22 000 personnes devant le palais de justice, ça m'a fait chier, mais d'une force, j'ai eu honte. Hein. J'ai eu Bah oui, honte, j'ai réellement eu honte. Moi, je me suis je dit, comprends. moi, je me suis dit, tous les gens qui étaient là, c'était vraiment des chiens de la casse, quoi. Tu vois, Ah ben utiliser l'exemple raciste. c'est des raclures, des chiures, des Voilà. pourritures, des ordures, Ah, mais c'est des ça, hein, merdes c'est ça. de chiens qui font la promotion de la délinquance et le tout Exactement. avec un mélange de gauchistes en quête de sensations fortes, quoi. Alors que Adama Traoré était beaucoup plus dans le rôle de l'oppresseur que de la victime en réalité. Bien Hein. évidemment. Avec son casier long comme le bras. Là. Bien Non mais c'est un évidemment. truc de ouf. Nous faire gober à nous que la police lui est tombée dessus juste parce que c'était un noir. Alors que le gars, sur lui, il avait de la drogue et de l'argent liquide. Évidemment, tout citoyen honnête se promène avec ça dans les poches. Mais bien sûr. On va pas refaire le cas d'Adama Traoré parce que bien Ouais, ouais. évidemment, c'est une Ouais, sous-merde de donc c'est pour légende. dire justement que par rapport à Adama Traoré et Assa Traoré, là, il y avait la vidéo de Stella qui avait été publiée en juin. Moi, je l'avais regardé. Évidemment, j'avais adoré, j'avais immédiatement adhéré. Et ensuite, sur la chaîne de Stella, c'est là que j'ai vu Serge. Il y avait une Ah ben vidéo, oui. tu vois, où il explique que en gros, lui, il vit en France depuis plusieurs années, qu'il a un très bon travail, qu'il gagne très bien sa vie, et que là où il habite, personne ne l'emmerde par rapport au fait qu'il est noir. Quoi, tu vois. Écoute, Et il expliquait, je suis arrivé exactement par ce chemin-là, dans ce sens où pourtant c'est une vidéo qui était vachement confidentielle sur sa chaîne, ouais, exactement. mais
Mais le charisme du chapeau, je crois que le charisme du chapeau a fait le reste. Moi, j'ai traqué partout pour retrouver cet homme au chapeau, quoi. Ah, moi, je me suis dit, bien joué le chapeau. Ah ben le chapeau et la dureté du propos. Ouais, la dureté, mais la vérité surtout. La Ah oui, réalité, oui, quoi. oui. C'est une interview Et courte. ouais, et surtout, tu vois, quand il explique bien le fait que les matières premières en soi ne servent à rien si tu sais pas en faire quoi que ce soit. Parce que tu sais, les Africains, tu vois, Mhm, les mhm, matières premières, ils font que les vendre. Mais mhm. ils en font quoi concrètement, eux? Tu vois, un pays comme la France a des matières premières, ils en vendent, puis avec des matières premières, ils font aussi des choses, tu vois. Bien sûr. C'est ça le problème avec les Africains, c'est que les matières premières, ils font que les vendre. Ensuite, ils Bien viennent sûr. se plaindre pillage, pillage, pillage. Alors que finalement, la vente des matières premières, y a que ça qui fait fonctionner leur économie. Ils n'arrivent Mais bien sûr. pas à se diversifier. Enfin, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas les compétences et ni l'intellect pour faire ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et pour aller plus loin dans ton raisonnement, je dirais que quand on parle des richesses et en particulier des richesses minières, Ouais. euh, il faut savoir quand même que l'exploitation n'est même pas réalisée par des entreprises de ces propres pays-là. Non, 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 c'est les C'est-à-dire que entreprises la occidentales qui technologie viennent qui est là-bas, tu vois, qui rapportent leurs matériaux et qui est la main-d'œuvre, tu vois, c'est pas des gens de là-bas non plus parce qu'il n'y a pas les eh compétences oui, pour là-bas. c'est C'est énormément des gens d'expatriés. étrangers qui s'y viennent. Mais oui, c'est effectivement énormément d'expatriés. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la richesse, qu'est-ce que la richesse? C'est le travail. C'est le travail. C'est-à-dire que l'uranium, comme il a démontré dans cette vidéo-là, l'uranium n'a aucune valeur, quoi. Je veux dire, Ouais, tant que tu ne maîtrises pas, comment dire, l'énergie atomique, en fait, l'uranium n'a aucune valeur, en fait. c'est ça. Il y a un autre truc, comme je te l'ai dit, moi je suis d'origine congolaise. Au Congo, par exemple, il y a le coltan. Tu vois, c'est la matière qu'on utilise pour faire les smartphones. T'en as Mhm. qui sont en train de chialer, ouais, ils sont en train de nous piquer le coltan et tout, tu vois. Mhm. Mais vous chialez pour ça, mais si on vous laisse le coltan, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous avez même le début de la réflexion et de l'intelligence pour pouvoir produire des smartphones? Ben oui. Ben Quand tu sais déjà oui. que là-bas, tu vois, t'en as qui ont encore des vieilles télévisions 4 tiers des années 90. Ben ouais. Aujourd'hui en France, tu vois, qui a ça chez soi? Non, non, mais complètement. Complètement. Je te rejoins là-dessus et que quand Serge dit que le défi est technologique, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose. On est en train de bercer la noirie avec des histoires de richesse sans leur expliquer en fait c'est quoi la richesse et comment ça fonctionne. Parce que aujourd'hui, en fait, imaginons que les Blancs disparaissent, Hmm. euh, que les Chinois disparaissent. Oh, ça va être la euh, catastrophe. Tu veux vraiment foutre la planète dans la merde, toi? non mais imaginons ça, imaginons ça. Non, mais là, tu veux détruire les deux civilisations les plus avancées de la planète. Mais toute la planète entière va se transformer en shithole, là. À qui ils vendraient leur uranium, en fait? À Est-ce qu'ils seraient personne. capables de l'extraire déjà? Ils seront pas capables de le faire. C'est Ils ça le passent leur problème. temps à faire des guerres entre eux pour un oui, pour un non, et à commettre des massacres. Mm. Ils pourront pas le faire. Ah oui. Ils pourront pas le Alors faire. du, alors du coup, je vais enchaîner un petit peu parce que là on a fait les présentations. Oui. C'est toujours sympa de présenter un nouvel aigle. J'informe tout le monde que et à tous ceux qui ne sont pas des habitués que la communauté des aigles est en train de grandir et ces raclures ne vivront plus un jour tranquille. Il y a du Exactement. boulot en ce moment. Et qu'est-ce qui fait l'actualité du moment? Ben, Bah, c'est c'est la le noirie, hein. football. C'est le football. Donc ce soir, le thème de la soirée, c'est le foot. Alors, Puis en plein avant qu'on de... enchaîne sur le sujet, je tiens aussi à préciser que l'histoire que j'ai racontée, je pense que c'est l'histoire de pas mal d'entre nous. Je pense qu'à un moment de nos vies, on a tous été manipulés par toute la connerie Bien sûr. gauchiste et que Mhm. au bout d'un moment, on est sorti du tunnel et on a vu la réalité, quoi. Parce que moi, Mhm. honnêtement, je vais te dire un truc. Quand j'ai commencé à m'éloigner de tout ça, ça a été vraiment une libération. C'est comme les Afro-Américains conservateurs quand ils disent que Get out of the plantation. Ben, bien Pour moi, sûr. c'était comme ça. C'est vraiment, je me suis libéré d'un poids.
Mais c'est-à-dire que tu deviens libre, en fait. Oui, c'est ça. Tu viens pleinement libre. C'est vraiment pas une blague, hein. J'imagine que tu as dû avoir à peu près le même parcours que moi à ce niveau-là, peut-être. Mhm. Moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, hein. Du coup, Oui, c'est vrai, j'imagine. c'est vrai que le parcours, moi, effectivement, tes pas, je l'ai découvert, mais après Alain Soral. On lui passe le Ah. bonsoir, Alain. Alain, si tu nous écoutes, on est là, t'inquiète. Soral. Après, je ne vais pas rentrer dans toutes les fractures du milieu nationaliste parce qu'effectivement, je crois qu'ils ont tous quelque chose à dire et face à la vague de merde qu'on a en face, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans. On pourrait le faire, mais je crois que, en tout cas, je pourrais le faire, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, quoi. Ce qui Ouais. me paraît important, en fait, c'est pour la France de défendre une certaine verticalité, de défendre un certain nombre de principes, quoi, pour que C'est ce ça. pays ne devienne pas trop à merde généralisé, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que honnêtement, j'ai l'impression qu'il y en a qui bossent pour que ça devienne un shithole. Et moi, j'ai pas envie que la France devienne un shithole, quoi. Mes parents, Bah par oui, exemple, ils ont pas quitté le Zaïre à l'époque pour retrouver toute la merde qu'ils ont quitté maintenant, quoi. bah oui, bah oui. Et encore moins pour que leurs enfants évoluent dans cet environnement-là. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère jumeau et un autre grand frère. D'accord. C'est une petite famille de noirs, on va dire. C'est vrai, hein. C'est vrai. T'as absolument raison. Mais d'un côté, tant mieux, tu vois. Mais du coup, ils ont pu investir sur vous, hein. Ouais, on a fait des études, on s'en sort tous correctement. Si, si, si. Notre parcours, tu vois, il est pas comme ceux d'autres familles africaines qui sont ici, quoi. Hmm. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, pour revenir au débat du Ouais. soir qui nous anime, parce que le thème va être autour du plumage de Lilian Thuram, hein, ça va être le plat de résistance. Mais il faut d'abord qu'on commence par ce qui s'est passé hier avec le Absolument, PSG. absolument. On va faire un petit tour d'actualité et je crois que c'est important. Ouais. Dans ce sens-là, je vais repasser la vidéo en question. Hop, euh, donne-moi 2 secondes. Alors, toi, tu es un amateur de foot, hein? Ah oui, moi je suis un grand passionné de football, hein. Le football, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi, tu vois. J'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, j'en suis encore passionné et ça m'accompagnera tout le temps, quoi. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, tu es supporter de quel club? Moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. D'accord. Et tu sais, je vais te raconter un truc, tu vois. Quand Mhm. l'OM avait remporté la Coupe d'Europe en 1993, j'imagine que toi, tu t'en souviens. Ouais, j'étais gamin, quoi, mais oui, Ouais. je m'en souviens. Je devais Moi, avoir par peut-être exemple, tu vois, 8 ans. j'étais bébé, mais mon père me dit que ce jour-là, on était pour l'OM alors que j'étais tout petit, quoi, tu vois. Je m'en souviens pas, quoi. C'est Ah, ça, t'as pas quoi. eu le choix. Voilà, c'est ça, quoi. C'est vrai que l'OM a toujours... Dans la famille, on aime bien l'OM. Allô, Damien? Oui, oui, je suis là, je suis là. Ah, parce que le son a un peu baissé par rapport à tout à l'heure. T'es toujours là, Damien? Oui, je suis toujours là. En fait, je t'avoue que je me sustente d'une petite pizza de Locoderne. Et Ah, elle a quoi, la pizza? ah ben, elle est au pain, hein, bien évidemment, hein. Ah Je bah oui, salue. évidemment. C'est parallèle, quoi. Ah ben, bien sûr. Ah, je C'est crois que marrant le parce que procureur est arrivé. moi aussi j'ai mangé du halouf tout à l'heure. Ah, bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir les jeunes, comment allez-vous? On va très bien, très bien. On allait justement mettre la vidéo sur ce qui s'est passé hier avec le PSG là. Ouais, l'image, la honte, quoi. C'est-à-dire que Ouais, la mascarade, l'hypocrisie orchestrée encore par les antifas, hein, c'est la exactement. meilleure façon d'accueillir Joe Biden. Pour dire, voilà, écoute, c'est maintenant toi le maître du monde, on va tous mettre un genou au sol. Sauf que malheureusement, sous ce genou, il n'y a pas de noir, quoi. Tu vois, ça aurait été pas mal, hein, tu sais.
des genoux sur le cou d'un noir, si au moins ça peut nous débarrasser de toute cette vomissure-là qui traîne partout. Je veux bien mettre mon genou au sol, hein, si c'est sur le cou d'une racaille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, En parlant justement en parlant de George Floyd, il y a quelque chose que les médias précisent pas pendant son arrestation, c'est que le gars n'était pas seul et que les autres personnes qui l'accompagnaient, tu vois, ont Ils n'ont pas fait le con. obéi aux injonctions de la Voilà, police. effectivement. Et il leur est rien arrivé, hein. Ouais, effectivement. C'est con. Et eux-mêmes, tu vois. C'est bizarre. C'est le seul qui n'a pas voulu respecter l'ordre de la police qui est mort, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Les médias, nos médias sont désormais, c'est des salissures, ces médias, quoi. Leur travail, c'est de salir la France. Ouais. Voilà, c'est de la rendre immature, hein. C'est comme si dans les pays occidentaux, les médias étaient contre leur pays. Alors, oui, c'est ça, oui, c'est ça. En fait, parfois, on en reviendrait même à envier les situations du Cameroun, hein, où certains médias, si tu écris une bêtise contre ton pays, tu fais un tour au frais, quoi. Tu vois, tu passes un petit moment au frais, tranquille. On en vient à envier la noirie, quoi. Je peux te dire que oui, hein, quand on voit un certain nombre de choses qui se passent, on se dit quand même qu'il y a des choses en noirie qui sont pas mal, quoi. T'imagines un média nord-coréen qui créerait de la déstabilisation en se soumettant aux Noirs en Corée du Nord, des Noirs qui viendraient salir Pyongyang. Je peux vous garantir, Pyongyang est propre. Hein. J'ai toujours été bluffé par la propreté qu'il y a en Corée du Nord. Parce que même si on sait que les reportages qui sont souvent faits là-bas se font sous contrôle, ils ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Il n'empêche qu'ils ont quand même des endroits propres à montrer. Tu vois ce que je veux dire? Si on veut faire le même type de reportage en noirie et ne montrer que ce qu'on a envie de montrer, ça sera de la merde parce que c'est la merde partout. Là, je vous ai dit, en noirie, c'est un endroit propre ou 100 000 endroits sales, quoi. Après, il y a un cadre aussi, Serge. J'ai envie de dire, le mec en Corée du Nord qui se dit je vais jeter un papier par terre ou je vais chier au bord des toilettes. Il va sûrement lui arriver des bricoles, quoi. Qu'est-ce qui va lui arriver à ton avis, Serge? Il va sûrement lui arriver des trucs, je pense. Serge, t'as coupé ton micro, là. Quand Kim Jong-un demande de faire disparaître quelqu'un, on le fait disparaître au sens propre. Hein. On le vaporise, quoi, tu vois. On te fout des engins sur toi, là. On t'explose, tu te vaporises instantanément. Donc, oui, tu essayes d'aller faire la plaisanterie en plein centre de Pyongyang. Genre, je m'amuse à pisser un peu partout. Oui, tu peux, hein, tu peux. Oui. J'espère qu'au passage, tu as dit au revoir à ta famille, tu as dit à ta famille qu'elle ne vous reverra plus, puisque quand on dit elle ne vous reverra plus, c'est au sens propre du terme, elle ne vous reverra plus. Voilà. C'est grand. Donc, ah oui, il n'y aura même plus le corps. Hein, Ah non, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps. Quand Kim Jong-un demande de faire disparaître, c'est on te fait disparaître. Voilà. On te jette à des crocodiles très affamés qui n'ont pas mangé depuis des jours, quoi. Ils se chargent de toi, il n'y a pas d'os qui reste. Hein. Il n'y a pas d'os qui reste. Ah oui. Ah oui, c'est un très bon régime hein, pour. Je pense, et les mecs là-bas sont à carreau parce que c'est pas ça le moins. Tu vois. Il n'y a pas d'abruti quand tu vois quand Kim Jong-un regarde les mecs arrêter un match parce que deux types laids ne supportent pas qu'on les qualifie d'être ce qu'ils sont. Exactement. Je rappelle quand même non, mais ce qui est incroyable, c'est que les Noirs, c'est la race qui revendique le plus la fierté. Parce que tout est dans la parole. La noirie, tout est dans le bavardage et rien dans les actes. Vous n'avez jamais vu un Chinois dire je suis heureux. Hein, vous ne verrez jamais un Chinois vous dire je suis heureux d'être un jaune. Vous ne verrez jamais un blanc dit blanc et fier de l'être. Moi, je veux dire, ça fait 16 ans que je suis en France, je ne vis qu'entouré de blancs. C'est-à-dire que depuis 2005 au moins, je vis dans des endroits à majorité blanche. Mais tu as absolument raison, Serge, parce que si tu vis dans les endroits à majorité afro-maghrébine, c'est comme si tu vivais toujours dans des shitholes, quoi. Exactement. En tout cas, moi, là où je vivais, c'était la résidence d'Elikam à Nantes. J'étais le seul noir. Hein, sur environ, j'en veux dire, il y avait au moins 500 personnes qui y habitaient. J'étais le seul black de la résidence. Dans ma filière à Polytech, première année, j'étais le seul black. Deuxième année, j'ai croisé un black qui a redoublé, qui était centrafricain. Qui aujourd'hui est docteur qui aujourd'hui est docteur. Ah, donc lui aussi, c'est un nègre de maison comme nous? Oui, il est marié à une fille qui est d'origine ukrainienne, enfin, une fille qui est française,
mais dont les parents viennent d'Ukraine. Donc, tu vois, Ah ouais. bon nègre de maison comme on les aime, quoi, tu vois. Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait. Ah oui. Donc oui, donc lui-même, donc lui, du coup, à deux, oui, on était deux dans notre classe. Hein. Et puis, bah, quand j'ai commencé à travailler, voilà, je travaillais chez Alstom, il n'y avait pas trop de blacks là-bas non plus. Bah, moins il y en a, mieux c'est de toute façon. Hein. L'endroit où j'ai rencontré le plus de blacks, c'était chez EDF. C'est quand j'ai travaillé avec EDF, il y avait quand même quelques blacks là-bas. C'était dans quelle ville EDF que tu avais travaillé? C'était à Montrouge. C'était à Malakoff. Ah oui, bah oui, donc en région parisienne. En région parisienne, oui. Donc, effectivement, bah, moi, j'ai toujours travaillé à côté, mais j'ai rarement vu les blancs disent blanc et fier de l'être, quoi, tu vois. J'ai rarement vu. Moi, j'ai travaillé avec. Mais donc, quand je dis rarement, oui, pour dire jamais, en fait. C'est ma femme qui me corrige à côté. Mais si tu réfléchis bien, c'est tellement absurde. Si tu réfléchis bien, cette obsession raciale, c'est forcément quand tu n'as rien à proposer. Les Blancs, j'en ai entendu dire « je suis fier d'être Français ». Bah oui, j'ai entendu des gens dire « je suis fier d'être Français ». Bah oui. Tu vois, tu peux entendre des Blancs ou des Chinois, enfin des Asiatiques, tu vois, dire qu'ils sont fiers de leur pays. Mais ça encore, ça, c'est cohérent, c'est fier d'une couleur de peau, quoi. Mais parce que pourquoi fier de leur pays? Parce que derrière ce pays, il y a des réalisations. Il y a des réalisations. Il y a un travail, il y a un accomplissement collectif, en fait. On a fait ces choses. Voilà. C'est ça qu'ils veulent dire par là, en fait. En général, quand un Français dit je suis fier d'être Français, c'est par rapport aux réalisations de la France. C'est pas simplement parce qu'il a la nationalité française. Parce qu'il faut savoir que les Français sont aussi le peuple le plus autoflagellant. Hein. C'est-à-dire que c'est les spécialistes de l'autoflagellation. Plus critique envers son pays que le français, il n'y a pas. Mais tu sais, ce sont les pionniers, tu vois. Et la French Theory, c'était ça d'ailleurs. Voilà, c'est qui est d'ailleurs parfois surprenant, c'est de tomber sur un direct des Blacks où ils se soutiennent dans la bêtise, hein, donc où ils vont soutenir le truand de Michel Zecler en disant que nous, on doit se soutenir entre nous parce qu'eux, ils ne se critiquent pas entre eux. Ce qui est assez rigolo quand même. Parce que quand vous regardez les médias, il y a que ça se demander dans quelle planète les gars la vivent. C'est-à-dire que quand je regarde les médias, il n'y a que des blancs pour aller tirer sur des policiers. Combien de blancs j'ai vu tirer sur ces pauvres hommes? Combien de blancs j'ai vu? Je n'ai vu aucun blanc sur un média plaider pour ces gens-là. Je n'ai vu aucun. Je n'ai vu aucun. Et tu entends quand même des raflures, tu entends de la chiure dans les... Tu entends de la chiure dans les lives des Noirs nous expliquer que non, on doit défendre le frère coûte que coûte. Ouais. Quitte à le brûler avec un peu après, hein. Quitte à le... Candace Owens, elle avait dit quelque chose de genre aussi, quand il y avait tout le cinéma autour de George Floyd, elle a dit que les Noirs, tu vois, c'est la seule communauté qui passe son temps à sanctifier les criminels, les raclures de chez soi. Tu vois pas les Juifs le faire, tu vois pas même les Latinos qui font beaucoup de bordel là-bas, tu les vois pas le faire. Quoi, bah, c'est ça. Moi, j'ai vu mon fils tout à l'heure. Je sais pas si j'ai vu mon fils. Mon fils, il a clairement. Elle était magnifique ta vidéo avec ton petit boutons là. Mon fils, il m'a dit non, que j'ai honte de toi en tant que noir. Non, il n'y a pas de raison, tu es mon père. Mais par contre, en tant que voleur, oui, si tu es un voleur, j'aurai honte de toi. Et c'est tous les sens des choses. C'est-à-dire que ces noirs-là en France sont un problème, non pas. Et je peux vous dire, mon fils, il est un peu raciste sur les bords. Hein. Il est un peu raciste sur les bords, mon fils, hein, pour vous dire la vérité. Ça veut dire que tu les chies bien. Bah, je t'ai dit, hein, le roi des aigles de maison a déjà une succession assurée. Mais c'est bien. Ça veut dire que, tu vois, quand ton fils il va grandir, tu vois, il saura déjà les gens qu'il faut éviter et les gens avec qui il faut oui, en fait, comme tu disais tout à l'heure, j'ai écouté une partie de ce que tu as expliqué. Oui, on nous a berné un peu quand on était petit en nous expliquant que non, il y avait que la gauche qui aimait les noirs. Mais j'ai commencé à comprendre que c'était une fumisterie quand j'ai vu deux jeunes entrer dans un transformateur. Et qu'au lieu de s'interroger sur l'éducation que ces gens ont eu, parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec un papa qui me disait que tu ne peux jamais avoir raison en affrontant un professeur. Ça, c'est mon papa qui me l'a dit. Et c'est arrivé même quand un professeur manque sur mon compte et que mon papa, sans chercher à comprendre, me sanctionne. Parce que mon papa me disait, devant un professeur, tu ne peux pas avoir raison. Et pour mon papa, il en était de même devant n'importe quelle personne dépositaire de l'autorité publique. C'est-à-dire que je ne pouvais jamais avoir devant mon père. Si je venais lui dire que j'ai provoqué un policier, je pense qu'il aurait été pour, comme me mettre en prison. Tu vois, il aurait été pour. Et donc, j'ai grandi dans cet état d'esprit qui fait que d'abord, je pense que le policier, même au Cameroun où les policiers font parfois des dérives, je sais qu'il y a beaucoup d'abus, hein, mais mon papa nous a éduqués selon comment lui concevait la police. La police est là pour protéger, aider les gens, prendre des risques.
Et mon papa était un des rares policiers. Bah oui, j'ai le droit de mettre mon maillot jaune, c'est mon truc, mon déguisement en poulet. Ou qu'est-ce que tu as mon déguisement? Bah oui, il faut respecter mon déguisement de poulet. Attends, en plus, c'est une banane et je suis noir. Alors, noir et banane, ça rime un petit peu. Hein? En plus, je déteste sa banane en plus. Hein. C'est le fruit que je déteste le plus. Ah ouais, carrément. Pareil. Ah bah moi j'aime la banane, hein, mais je suis toujours un nègre de maison. Le seul moment où je mange la banane, c'est dans la crêpe à la banane flambée, tu vois. Ça, c'est quand ma femme me fait une bonne crêpe à la banane flambée au rhum là et tout. Ah. Où il y a seulement super bien la banane, quoi. Donc ça, c'est des trucs de nègres de maison. Effectivement, tu trouveras pas ce genre de Moi, quand je fais les crêpes, moi, c'est toujours avec le Nutella à la base. Avec du Nutella, toujours. Ah oui, ah d'accord. Du Nutella, non, oui, c'est ça, oui. Donc, non, les Antilles, ils ont un peu quand même pris un peu du watt, hein, je veux dire. La façon de cuisiner, la façon de préparer la salade, la façon de faire leur dessert, ça n'a rien à voir avec la noirie. C'est vrai, d'ailleurs. Ils ont des fruits en noirie, j'ai jamais eu le potentiel de ces fruits-là, Mag. Donc, arrête de défendre les noirs quand même, je commence à me fatiguer un peu. Tu es censé être blanche, Mag. Toujours te défendre les noirs. Tu es censé être raciste. Damien, tu peux faire jouer la vidéo pour le PSG? Alors, ben, je vais vous laisser après ce visionnage-là. Je vais le passer un petit peu. Je vais pas le passer en accéléré parce que la vidéo est courte et puis je vais vous laisser commenter. Ouais. Voilà. Puis donc, Gaëtan, qui est notre analyse technique. Tu étais devant le match, hein, toi? Comment? Tu étais devant le match, toi, ce soir? Ouais, j'étais devant le match et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe, bordel et tout. Voilà. Et ouais, j'ai aussi des liens que je te montrerai, que je te donnerai, Damien, par rapport à ça et par rapport à Thuram tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à montrer. D'accord, ben j'en ai mis dans la description de la vidéo hein, pour tous les amateurs d'abrutis. J'ai mis quelques liens déjà dans la description de la vidéo. Puis, aussi, et du coup, toi, Gaëtan, n'hésite pas à me les envoyer dans le chat privé. Oui, je te le ferai. Puis j'ai aussi même une interview à une époque où Thuram n'avait pas vraiment le même discours que maintenant. Mais ça sera quand on parlera de lui. D'accord. Vous verrez que le changement est radical. J'ai commencé vraiment. Thuram fait partie de ceux qui m'ont un peu alerté sur cette victimisation à outrance. Oui, quand je venais d'arriver en France, on nous a expliqué, il y avait une catégorie, je me souviens, il y a un Camerounais qu'on appelle Gaston Kellman. Tout le monde l'insultait parce qu'il avait dit je suis noir et je n'aime pas le manioc, tu vois ce que je veux dire. Mais en parlant de Gaston Kellman, tu sais que son fils, je l'ai connu, il était dans le même lycée que moi. Ah. Oui. Et oui, et donc il faisait partie des nègres qu'on décriait dans la communauté africaine comme des traîtres, tout ce que tu veux, blablabla, machin bidule. Mais je ne comprenais pas. Donc, on nous forçait, on nous expliquait que non, c'est la gauche, il faut détester Le Pen. Pourtant, quand je m'asseyais, j'écoutais De Villiers parler. Je disais, mais ce type, il dit des choses intéressantes. Je dis, ok, d'accord, on dit qu'il est raciste et il va envoyer les étrangers chez eux, mais il parle de quel étranger? Mais quand tu écoutes le discours en substance, il parle de ceux qui ne servent à rien. C'est-à-dire que je ne me sentais pas concerné. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens une fois, j'avais abordé le sujet de De Villiers à l'école avec une fille. Elle était surprise de me voir défendre De Villiers. Elle me disait, mais De Villiers, c'est un con. Quand on voit ce qu'il a réalisé en Vendée, s'il avait fait la même chose pour la France serait avancée et tout. Comment tu peux dire qu'il n'a rien fait? Il me dit, oui, c'est vrai. Quand il se présente au Conseil général de Vendée, tout le monde vote pour lui, mais à l'échelle nationale, je dis, mais il y a quand même une sorte de duplicité. Soit vous me dites qu'il est trop bon pour vous, mais vous ne voulez pas qu'il est à Paris à ce moment, c'est réglo. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est trop bon pour la Vendée et con pour la France. Ça, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas voir ce qu'il a créé là-bas, le Puy du Fou, quand tu vois comment c'est que son frère a fait du futuroscope, c'est des familles quand même, des personnes qui en a dans la boulette, dans la ciboulette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont les vrais amoureux de la France. C'est les vrais amoureux de la France. Et c'est là où, en fait, quand je vois Sarkozy va dans une cité où il y a des gens qui sont en train de cramer les voitures, il dit, vous en avez marre de cette raclure? Eh bien, il avait dit racaille, mais il aurait bien pu dire raclure. Hein, vous en avez marre de cette raclure? Oui, racaille. Vous en avez marre de cette chiure? Eh bien, on va tirer la chasse d'eau, quoi, tu vois? Ben non. Il a dit, vous en avez marre de cette raclure? Eh bien, de cette racaille, pardon, eh bien, on va vous en débarrasser au Karcher. Eh bien, voilà, paf, c'est monté, machin, bidule. Et là, je vois un certain Thuram, un abruti de première. Ah, quand Nicolas Sarkozy dit que traite les Noirs de racaille, je le prends pour moi. Mais putain, il a parlé des voyous, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est là où j'ai compris qu'il y avait une fumisterie dans ces choses-là qu'on ne nous disait pas, quoi. C'est là où j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait une fumisterie malhonnête. Parce que moi, tout élève encore que j'étais, hein, j'étais encore à Polytechnique Nantes, quoi. Tout étudiant que j'étais encore,
je ne me sentais pas concerné par le thème racaille, quoi. J'étais pas, donc quand Sarkozy dit on va débarrasser une racaille, c'est cette raclure, cette vomissure, hein, ces enflures qui brûlent les bagnoles à l'extérieur. C'est d'eux qu'il parlait. Et moi, je n'avais pas à me sentir concerné par eux, puisque moi, j'allais à l'école, je travaillais à côté. Tu vois? Et je vois Thuram, je dis, mais attends, ce mec, il est champion du monde. Il va jouer une Coupe du Monde l'année prochaine, puisqu'on est en 2005. Donc, il va défendre les couleurs de la France. Et il se sent solidaire des voyous noirs. Des voyous noirs, quoi. Ça, j'ai dit non. Là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, voilà. Là, j'ai compris qu'en fait, il y avait une certaine malhonnêteté. J'ai commencé à être prudent. Bon, alors, je ne vais pas vous dire que tout de suite, je suis allé embrasser Le Pen. Pas du tout. Mais j'ai compris Doc Gineco. Parce que Doc Gineco, quand on lui demande, mais comment vous pouvez être sorti de banlieue et voter pour Sarkozy? Il me dit, vous dites que vous êtes tout le temps dans les banlieues en train de pleurer. Si on vous traite de nègre, vous allez vous mettre à chialer. Alors que vous vous traitez entre vous de nègres. C'est Doc Gineco qui le dit. Hein. On est en 2007. On est en 2007. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, Doc Gineco à l'époque, quand on voyait qu'il soutenait Sarkozy, en banlieue, tout le monde le considérait comme un vendu. Moi, je me rappelle, j'étais au lycée, tu vois. C'est à peu près à la même époque où, de ce que tu avais dit tout à l'heure sur Sarkozy, même quand Thuram commençait à faire le militant, à cette époque-là, j'étais au lycée et tout ce qui se passait, quand on voyait Thuram et tout, tu vois, on le considérait vraiment comme une sorte de porte-parole. Hein. C'est ça vraiment la réalité, tu vois. C'est que il suffit que n'importe quel tocard dise ce que les banlieusards veulent entendre et ça y est, il sera écouté par ces gens-là. C'est ça le pire. C'est exactement. Alors moi je voulais un petit peu alors Serge, une fois de plus, j'en suis désolé, hein. C'est pas pour faire de la surenchère, hein, mais ton type de gars sûr là, c'était plutôt De Villiers. Je t'avoue que moi aujourd'hui ah tiens, je vois qu'il y a le frangin là dans le chat. Ça me fait plaisir. Moi je voudrais passer un petit bonjour à Jean-Marie. Jean-Marie, c'est celui qui a tout vu avant tout le monde. Et ce charisme, tu sais, quand je regarde Jean-Marie parler, Jean-Marie Le Pen, je vois ton charisme, Serge. Je vois cette verve, ce bon esprit, ce côté bon vivant qu'il a. Donc ça veut dire que quand Marine Le Pen ne serait plus la patronne du RN, ce sera Serge qui va prendre sa place. Pour moi, Serge est le fils spirituel de Jean-Marie Le Pen. Bon, Marine Le Pen est à moitié une gauchiste, une meuf un peu perdue. C'est vrai que je pense que le RN n'aura aucune chance tant qu'elle sera là. Hein. Là, je pense qu'il faut passer directement à Marion. C'est Marion qui a plus de couilles quand même, je pense. C'est vrai que elle est brillante. Les gésiers n'ont pas de couilles par définition, Serge. Pardon? Oui, les gésiers n'ont pas de couilles, hein, par définition. On est tout à fait d'accord. Mais voilà, si Jean-Marie avait encore 20 ans devant lui, et peut-être qu'il les a d'ailleurs, on ne sait pas, mais il aurait mérité de diriger ce pays en fait, parce que je crois qu'il a la qualité de certains dirigeants de voir avant tout le monde, quoi, en fait. Le pire, tu vois, c'est que quand je me surprends à regarder des interviews de Jean-Marie Le Pen, la manière dont il parlait dans les années 80, comme tu dis, c'est comme s'il avait tout vu en avance. Que tout ce qu'il disait à cette époque-là, c'est ce qui se passe maintenant. Exactement. Et pourtant, c'est à l'époque où on le traitait de raciste et tout, quoi. Ah oui. Mais pourtant, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est même en France qu'on m'a retourné le cerveau sur Le Pen. Parce que campagne 2002, je suis au Cameroun. Je me rappelle, je suis encore à l'université Yaoundé. Et quand j'écoute, alors j'aime bien Chirac à la base, j'aime bien l'histoire de Chirac et tout, mais j'étais plus séduit par le discours de Le Pen. Et je disais, j'aime bien Le Pen là en plus. En plus, son nom là, j'aime bien comment c'est fait. On me dit, mais non, lui, attends, il déteste les Noirs. Hein. C'est toi qui vas là en France. Là. S'il passe, tu vas jamais aller en France. Je dis, mais non, il défend l'intégrité de son pays, il défend les traditions et il veut que l'ordre règne. Donc moi, je sais que je m'en vais pas en France, le con. Je vois pas pourquoi je pourrais pas aller en France. Mais qu'est-ce qu'on m'avait dit? On me dit, oh, mais machin. Et en plus, ce qui est souvent marrant, c'est que ceux qui veulent t'expliquer la politique française sont ceux qui détestent la France le plus. Parce que je me souviens, à chaque fois que la France joue au foot, parce que tu sais que les Camerounais, souvent, leur frustration, ils la déversent dans le foot. Tu vois, ils détestent la France. Et c'est au niveau du foot français qu'ils se vengent, quoi. Par exemple, quand la France joue, même si la France joue contre Daesh, bah, tu les verras en fait soutenir Daesh, quoi, en disant que tout sauf la France. Donc en 98, pendant la Coupe du Monde, ils voulaient absolument que la France perde, quoi.
Bah, en 98, j'étais seul, hein, je me souviens. En 98, 98, je faisais troisième. Je suis allé regarder le match quelque part parce que je ne voulais pas regarder la finale tout seul. Je pense que c'était chez un ami qui s'appelait François Titi. Il y avait tout le monde là-bas, tout le monde était pour le Brésil. Ah, je peux te dire que j'étais le seul qui dansait à la fin du match. Bon, alors, quand j'ai dit danser, jusqu'à 2-0, je suis calme, hein, parce qu'on sait que c'est le Brésil en face. Mais quand Emmanuel Petit met son troisième but, alors là, C'est j'exulte. l'explosion, quoi. Et je peux D'ailleurs, te dire, il y a je peux quelques dire, années. il y a d'ailleurs des gens, excuse-moi, il y a d'ailleurs des gens qui m'ont attaqué sur Facebook parce que j'avais rappelé que c'est le jour où j'ai vu Chirac, quand il s'est levé sur le troisième but avec le maillot de l'équipe de France dans lui. Ah ouais, c'est Ce vrai. jour-là, j'ai voulu aussi être français, quoi, tu vois. Troisième but d'Emmanuel Petit. Et donc, oui, j'ai toujours été pratiquement le seul parce qu'il y a toujours ce côté rancœur, colonisation, et c'est ça qui fait que les Africains n'avancent pas. Ils sont dans la rancœur. Et C'est puis, quand vrai. moi je suis arrivé en fac, Coupe du Monde 2002, j'étais en fac. Et ben, je me souviens, on avait mis une télévision dehors, on regardait France-Sénégal. Bon, ce mec qui est mort là, je dis pas à son âme, mais qu'est-ce qui m'a énervé pendant une bonne partie de sa vie? Parce que c'est ce fumier qui nous a mis le but et qui nous a cassé le moral de la France. La France est partie au premier tour. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas que tu peux être Camerounais et ton équipe de cœur, c'est la France. Et je me souviens, et moi j'ai toujours assumé, parce que quand je suis en Coupe du Monde de 2010, quand le Ghana rencontre les États-Unis, je soutiens le Ghana, je supporte le Ghana, mais les gens me disent, mais comment tu peux faire ça? Je dis, mais le Ghana, c'est pas mon pays. Les États-Unis, c'est un club de foot que je suis depuis, et c'est un club que j'ai toujours soutenu. Donc, je ne comprends pas pourquoi je vais soutenir le Ghana parce que c'est un pays d'Afrique. J'ai rien à voir avec le Ghana. C'est vrai qu'ici, par exemple, tous les Noirs supportaient le Ghana en 2010. Hein. Et le Noir qui supportait pas le Ghana, gare à lui, quoi. Non, moi, je supporte je supporte, si l'Italie joue contre le Nigeria, je supporte l'Italie. En fait, mes équipes préférées sont classées par cet ordre. Avant, c'était la France, le Cameroun, l'Italie et les États-Unis. Et ben, aujourd'hui, j'ai pas enlevé le Cameroun parce que le pays est instable. Donc, je trouve que le foot, c'est une sorte de distraction dans ce pays qui est non avenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien que j'adore le Cameroun, bien que je sois ce que je peux dire, hein, je veux le bien de ce Cameroun, mais supporter le. Pardon? C'est quoi? Ah oui, d'accord, super. Et donc, aimer un pays, ce n'est pas supporter son équipe. J'ai des amis français qui aiment la France et qui détestent l'équipe de France. Donc, ça n'a juste rien à voir. Et donc, oui, aujourd'hui, je me classe plutôt France, Italie et États-Unis. Ça, c'est mes trois clubs. Donc, tant que les deux ne se croisent pas, moi, j'ai pas de problème. Bah, si la France se croise d'Italie, 2006, j'étais pour la France. J'étais content que l'Italie se retrouve en finale, mais j'étais pour la France. Et oui, je n'ai pas été content que la France perde. C'est pas comme ça m'a consolé qu'une de mes équipes gagne. J'ai toujours pensé que ce match, on le méritait très bien et que ce carton rouge envers Zidane était bête et Zidane n'avait pas su calmer ses nerfs, ce qui est tout assez dommage parce que donner un coup de boule, tu vois, ouais. Au moins après, il a assumé son geste, il s'en est excusé. Et après, il est venu s'excuser. Voilà, il n'a pas joué la victimisation, il n'a pas expliqué qu'on le tapait dessus parce qu'il est arabe. Parce que si ça avait été vrai, Evra nous aurait expliqué que non, que tout le monde l'insulte sur le stade. Et comme c'est lui, parce qu'il est noir, bah voilà, c'est un drame. Exactement. Par rapport à ça, tu vois, on ose dire que la France est un pays raciste et tout, tu vois. Zidane, il est d'origine kabyle, algérienne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est adoré malgré le fait qu'il ait mis les coups de boule. Hein. En 2006, par exemple, après le coup de boule, pratiquement tout le monde l'a défendu. Un exemple, tu vois, c'est que l'équipe, le lendemain de la finale de 2006, ils avaient fait un édito où ils avaient critiqué le geste de Zidane. Mais le problème, c'est qu'ils se sont pris des pressions de la part des sponsors que le surlendemain, ils ont fait un autre édito où ils se sont excusés d'avoir critiqué Zidane, tu vois. Si la France est réellement un pays raciste, est-ce qu'il y aurait eu tout ça autour d'une personne qui est d'origine étrangère? Non, tu vois, même ça, c'est ridicule, quoi. Tu vois. Pas du tout, pas du tout. L'Espagne qui a toujours été qualifiée de raciste et tout le Bataclan, ils ont eu aucun mal à prendre un arabe comme coach. Hein. Il est même parti, on est parti le chercher pour dire reviens mon gars, reviens. En fait, c'est ça qui est difficile à comprendre par le noir. Le noir, quand il ne t'aime pas, il considère qu'il ne peut pas utiliser ta performance. Je dis encore, au Cameroun, si quelqu'un veut te recruter, il est capable de t'éliminer et prendre un incompétent, tout simplement, parce que celui-là n'est pas parce que ce dernier est de sa tribu. On n'a pas la concession du travail comme un effort qui doit mener à des résultats. Tu vois ce que je veux dire? On conçoit le travail là-bas comme un cadeau, parce que quand on nomme un ministre dans certains de ces pays-là, il fête pendant 2 mois. Il passe pendant 2 mois. 2 mois, il fait la fête pendant 2 mois, le ministre. Donc, c'est pas quelqu'un qui a conscience du travail. C'est pour ça, quand tu vois des ministres démissionnés en France, l'autre jour, j'en parlais avec une amie,
de Chirac. On est quand même dans les années 76. Le mec, il a 44 ans. Il démissionne parce qu'il dit, je n'ai pas les moyens de travailler. Il aurait pu dire, je suis Premier ministre. Bon, bah, le président veut tout faire. Pof, je reste dans mon coin, je récupère mon pognon à la fin du mois. C'est comme ça que ferait un ministre au Cameroun. Mais tu vois ce jeune de 44 ans-là qui prend ses responsabilités, qui démissionne. Là où au Cameroun, un ministre, même à 76 ans, tu lui dis, va à la retraite, il te supplie pour rester au poste, quitte à rien foutre. Voilà, je dis le Cameroun parce que c'est le pays que je connais le mieux. Ça pourrait être n'importe quel autre pays d'Afrique. C'est ça le truc, en fait. Et ça, c'est une des caractéristiques. C'est là où le blanc dépasse le noir. C'est ce sens des responsabilités qu'on n'a pas, quoi. Et ici, un raciste ne prendra jamais un blanc incompétent pour un poste, tout simplement parce qu'il ne veut pas prendre un noir compétent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois. Et quand vous arrivez dans une société, aujourd'hui, je suis parti, moi j'ai le voyant, ça m'a un peu fait rire cet après-midi, j'ai le voyant huile moteur qui s'est déclenché dans ma voiture, avec aussi un autre voyant qui me disait qu'il faut que je fasse la pompe au niveau du liquide de refroidissement. Bon, étant donné que la dernière fois, je l'ai négligé sur une voiture, je l'ai claqué complètement. Là, je me suis dit, là, je fais pas le con, je suis allé dans un garage. J'ai dit, voilà, ils m'ont demandé de mettre la voiture dans le garage, ils ont mis la voiture dans le garage, ils ont complété le niveau d'huile, ils ont complété le niveau d'eau. Et au moment où je dis, je passe à la caisse, il me dit, non, tu payes rien. Je dis, mais comment ça, je paye rien? Il me dit, non. Bah oui, il me dit, non, tu payes rien parce qu'en fait, l'huile moteur, on le prend en grosse quantité. Et comme de façon générale, quand on fait une vidange à une voiture, on le facture une quantité qui n'est presque jamais utilisée. Et donc, il y a toujours des restes qu'on peut de temps en temps dépanner. J'ai dit, waouh. Moi, je suis arrivé à Tchang, une ville du Cameroun, où j'ai vu des gens qui vendaient une sorte d'eau colorée en rouge. C'était un litre à 2000 francs CFA, 3 euros. Et ils appelaient ça liquide de refroidissement. Je leur dis, mais attendez, c'est quoi ce truc-là? Il me dit, mais c'est liquide de refroidissement. J'ai dit, mais pourquoi il coûte 2000 francs, 2000 francs? On me dit, mais non, parce qu'il est efficace, il y a un produit à l'intérieur. Bon, au départ, ils ne savent pas que je suis ingénieur thermicien, quoi. Donc, je ne leur dis pas, je leur pose la question comme un con. Donc, je dis au gars que, mais pourquoi ça coûte 2000, tu dis? Il dit, ben non, il y a un produit dedans. Je dis, mais ce produit, c'est quoi? Il me dit, c'est le produit qui fait que ça refroidit le moteur. Je dis, donc, sans ce produit, le moteur ne serait pas refroidi? Il me dit, oui. Je dis, ben donc si on met que l'eau dans le moteur ne sera pas refroidi. Il me dit, oui. Je dis, mais comment tu sais ça? Il me dit, mais parce que c'est mon travail, je fais ça depuis des années. Je dis, comment on décide le produit qui fait que le moteur refroidit un peu plus? Il me dit, non, c'est traité dans un laboratoire de chimie. Je prends la bouteille, je dis, mais je regarde la bouteille, je dis, mais dis-moi donc le produit donc, qui est dans la bouteille, là, qui fait que ça coûte 3000 francs CFA. Le mec, il ne savait pas dire. Et là, je me retourne vers mon petit frère, je lui ai dit, c'est ça qui est dommage en Afrique. C'est que quand vous êtes ignorant, celui qui a la connaissance ne fera jamais rien pour que tu cesses d'être ignorant. Il exploitera cette ignorance-là à son compte. En réalité, le meilleur refroidisseur de l'univers, c'est l'eau pure. C'est le meilleur refroidisseur, je dis bien, je ne dis pas de la Terre, hein, je dis de l'univers. C'est-à-dire qu'à débit constant, à débit égal, à quantité égale, avec l'eau, tu vas toujours extraire la plus grosse quantité de chaleur qu'avec n'importe quel autre fluide qui existe sur la planète Terre. Mais le problème de l'eau, Serge, c'est que ça gèle. Oui, justement, c'est là où je vais en venir. Pourquoi dans l'eau qu'il y a dans le moteur est colorée? Eh bien, c'est parce qu'on y rajoute une solution antigel qui, selon les pays, est couplée à un certain taux. En Europe, c'est 15 à 30%, et en Amérique, ça va entre 30 et 50%, surtout en Amérique du Nord. Ça a comme conséquence de dégrader l'efficacité du refroidissement. Du coup, pour évacuer la même quantité de chaleur, tu es obligé d'avoir une grosse surface d'échange et une grosse quantité de débit. Donc, ça impose un gros radiateur et une grosse pompe. En réalité, si on fabriquait une voiture purement à destination de l'Afrique, son radiateur serait plus petit et la pompe serait plus petite. Parce que là-bas, tu n'as pas besoin de mettre d'antigel. L'eau ne gèlera jamais en Afrique. Les températures aussi entre 20 degrés et 40 degrés. On ne peut jamais atteindre le moins 10 degrés en Afrique. Donc, ça ne risque pas de geler. Donc, ce qui veut dire que dans ces pays-là, eh bien, l'eau du puits est très efficace. J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils mettaient l'eau minérale. Je leur disais que non. L'eau minérale contient quelques métaux. Hein. Si tu regardes la plaquette de l'eau minérale, il contient quelques métaux. Il n'est pas bon parce que ces métaux peuvent conduire à la rouille du radiateur. Eh bien, le meilleur refroidissement, c'est l'eau pure, simple. Tu n'as plus d'eau dans ta voiture, tu t'arrêtes à une rivière, tu prends l'eau de la rivière, tu remplis ton radiateur avec, terminé, c'est tout. Voilà. Mais
Ça, personne ne peut dire ça aux Africains. Donc, on exploite leur naïveté. Pareil pour certaines personnes. Il y a une autre chose aussi en Afrique, la plupart du temps, surtout au Cameroun. Il est souvent coutume que quand un mec engage une descente avec sa voiture, qu'il coupe le moteur. Ce dernier. Il coupe le moteur pour économiser du carburant. Ce faisant, il passe quasiment tout son temps à freiner. Et donc, quand il arrive en bas, il a économisé quoi? 2 litres. Qu'est-ce que je raconte? Il a peut-être économisé 30 centilitres ou 50 centilitres de carburant, mais il vient de flinguer ses freins. Il vient d'accélérer la fin de ses freins pour d'au moins 3 ans. C'est-à-dire qu'un frein, c'est fait pour un usage ponctuel. Ce n'est pas fait pour un usage continu. Tu fais pour un usage ponctuel. Si tu freines sur une descente de 15 km continuellement, bah, un frein qui est fait pour 3 ans ne va durer que 2 semaines chez toi. C'est ça le problème. Parce que c'est fait pour un usage ponctuel. Et beaucoup de garagistes, et je me souviens, mon oncle me disait, chaque fois que je vais au village, je reviens, je change les freins. Je dis, mais tu changes les freins chez le même garagiste? Il me dit oui. Je dis, c'est bizarre ça. Il aurait quand même dû te dire, parce que j'ai compris tout de suite le problème. Entre Douala et Tchang, il y a une colline qu'on appelle la plaine d'Umbo. Cette colline est longue d'environ 50 km. Et je lui ai dit, donc dès qu'il m'a dit que chaque fois qu'il revient du village, il change ses freins, j'ai compris le problème. Je n'ai même pas eu besoin de lui poser 3 questions. Je lui ai dit, mais. Et je me suis plutôt intéressé au garagiste. J'ai dit, mais tu as un garagiste? Il me dit oui. C'est le même? Il me dit oui. Il t'a jamais dit pourquoi c'était. Il t'a jamais dit. Il n'a jamais cherché à savoir ce qui se passait. De te voir changer les freins aujourd'hui et de revenir 3 semaines après, il me dit non. J'ai dit, pourtant, s'il réfléchit 2 secondes, il connaît la cause. J'ai dit, mais tu sais pourquoi tu changes tes freins? Il me dit non. Je dis, ben, parce que quand tu descends à la plaine d'un beau, tu coupes ton moteur, vrai ou faux? Il me dit oui. Il coupe son moteur. Je dis, ben voilà. C'est là le problème. Tu coupes ton moteur, tu économises quoi? 2 litres de carburant et tu flingues tous tes freins. Tu te retrouves en train de perdre. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bah, en fait, tu ne coupes pas le moteur, tu utilises le frein moteur, c'est tout. Tu roules en deuxième et en troisième. De temps en temps, quand ça va trop vite, tu appuies simplement sur le frein, tu roules en deuxième et en troisième. Je ne sais pas pour les anciennes voitures, mais je sais que sur les voitures récentes, tu consommes que dalle. 0 tourant. Ce n'est pas parce que le moteur fait du bruit que ça veut dire qu'il aspire le carburant. C'est la compression dans le moteur qui crée le bruit qu'il a. C'est le souffle de l'eau, de l'air qui est éjecté à l'extérieur qui crée le bruit caractéristique d'un moteur. C'est pas parce que ça fait du bruit que ça consomme. Je lui ai expliqué tout ça. Il me dit, ah oui, machin. J'ai dit que non, ton garagiste, il savait ça. Mais il ne te l'a pas dit puisque tu es un bon client, mec. Voilà. C'est ça l'Afrique, en fait. C'est le pays où on t'arnaque. C'est le pays où si tu arrives dans un supermarché, il y a une promotion sur un produit, tu n'es pas au courant, tu arrives à la caisse, tu payes 100%, la caissière te laisse payer 100%, elle prend la différence et met dans sa poche. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, en fait. Et tant qu'on n'aura pas changé ces choses-là, on ne pourra pas réunir à l'international et on continuera toujours de jouer les chialeurs, d'être malhonnêtes et de défendre les truands parce qu'ils sont tout simplement parce qu'ils sont noirs comme nous autres. Et je dis toujours, hein, je le dis toujours, je ne suis pas quelqu'un tous les jours. Je traverse la France, 1000 km pour aller bosser ailleurs. J'aurais pu dire que j'attends le métier en or. J'aurais pu dire, je vais rester à la maison jusqu'à ce que je trouve le même métier près de chez moi, payé près de chez moi. Mais comme ces deux conditions ne sont pas réunies près de chez moi, je traverse la France toutes les semaines, sauf quand je suis en télétravail comme là, toutes les semaines pour aller bosser, pour offrir un cadre de vie correct à ma famille. J'en suis heureux, je suis content. Quand il faut acheter un truc à mes enfants, je n'ai pas besoin de me poser des questions. Comment devrais-je soutenir des voyous? Pourquoi je ferais ça pour soutenir un voyou? Je ne peux pas m'identifier à un voyou. Je ne peux pas m'identifier à un voyou, à une raclure. Je ne peux pas. On ne peut pas traiter une personne de raclure. Cette raclure, on va vous nettoyer, on va vous tirer la chasse d'eau sur cette raclure. On ne peut pas dire ça d'une bande de peste, de vomissures, et je m'en sens concerné. Je ne suis pas concerné. Ça n'a pas à me toucher. Et le fait que Thuram, quand il y a 2 enfants qui choisissent d'aller dans un transformateur mourir parce qu'ils ont peur de la police, la véritable question, c'est quelle éducation les parents ont donnée à ces enfants-là. Et j'ai eu la réponse dans le direct de Causons, d'Afrique, machin chouette là, que j'ai regardé récemment. J'ai vu une femme là-bas qui disait qu'elle a dû expliquer à ses enfants depuis le bas âge que ces enfants doivent se méfier de la police parce que la police est plus dangereuse. J'ai dit, bah, voilà donc une femme, mère d'un enfant qui est bon pour un transformateur, quoi. Parce que son enfant, ou la Seine, son enfant préférera se jeter dans la Seine ou dans un transformateur, se jeter dans la Seine comme le cousin de l'autre viola, là. Traoré. Ouais, c'est vrai que c'est un qui là, il s'est jeté dans la Seine parce qu'il volait des trucs. Cool. Bah,
Bah oui, il se jette dans la Seine. Je suis désolé. Hein. Tu te jettes dans la Seine parce que tu vois la police. La police, en plus, en France, elle est tellement laxiste qu'il y a 90% de chances que tu arrives au poste et que tu ressortes. C'est d'ailleurs pour ça que les policiers, au bout d'un moment, perdent des plombs. Parce qu'ils en ont marre d'arrêter le même type et ils ressortent tous les jours. Ça commence à foutre des boules. Et il est nargue en plus. Il est nargue. C'est ça le pire en plus. Donc c'est pour ça que Thuram, il m'avait un peu déçu ce coup-là. C'est pour ça que depuis ce moment-là, quand je vois parler, tu jouer son numéro de victimisation, là, oui, j'ai envie de lui filer une claque. Quoi. Voilà des mecs qui ont gagné des millions. Il a gagné les millions parce qu'il est français, ce mec. Il a gagné des millions. Il serait né au Libéria. Il a joué dans des grands clubs en plus. Tu vois. Il serait né au Libéria, il ne serait pas là où il est. Quoi. Il ne serait pas là où il est. Il y a eu combien de George Weah au Libéria? Il y a eu combien de George Weah en Sierra Leone? Les pays les plus grands pourvoyeurs de joueurs en Europe sont le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et un peu le Mali. Le Congo se débrouille un peu, mais c'est pas le plus gros pourvoyeur. C'est pas le même niveau que les autres nations africaines. Quoi. Bah oui, même Congo par exemple, le Maghreb fournit beaucoup plus de joueurs que le Congo. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, je vois Lilian Thuram avec tout ce qu'il a gagné avec la France, avoir ce comportement. Si la France était raciste, eh bien, il n'aurait jamais été à l'équipe nationale, il n'aurait jamais occupé la place qu'il a. Quand un pays est raciste, elle préfère perdre avec des blancs que gagner avec des noirs. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Exactement. En fait. Un pays raciste, peu importe le talent que tu as, un vrai raciste, il t'empêchera d'évoluer. Ben oui, un vrai raciste dit non, je me passerai bien de Thuram, j'assume de perdre, c'est pas grave. Je vais aller jouer avec des Dupont-Moretti, je vais jouer avec des Macron, enfin des gens qui ont des noms comme ça, quoi. Mais toi, Thuram, non. Non, on se passera de tes services. On préfère perdre. On va bien trouver des Français qui savent jouer au ballon. On préfère perdre avec des Blancs que